Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Club de la Presse. Ce soir, le décryptage de l'actualité porte sur la position du PPACI. Le parti rejette les résultats des élections locales et sénatoriales. Nous allons également décrypter deux nouvelles. Hausse des prix du cacao, du café et du carburant est terminée au Burkina Faso, les deux pays qui repoussent la présidentielle. Une actualité bien fournie à commenter avec comme invité l'inoxydable aîné Bamba Alex Suleiman que nous recevons avec beaucoup de plaisir. On ne le présente plus évidemment. Journaliste professionnel, analyste politique, expert, consultant, spécialiste des relations internationales. Merci cher René d'être là avec nous ce soir. Un spécialiste aussi des relations internationales, enseignant-chercheur. Docteur Bangali Ngoran, merci d'être avec nous. Et nous recevons aussi Félix Boni, analyste politique. Nous recevons beaucoup de plaisir. Et pour terminer, Larsine Bakayoko, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le Club de la Presse. Non. C'est bon, on n'est pas fort. Ok, Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Allô? Ça va? C'est bon? Pof? Oui. Oui, c'est bon. On est sûr pour tout le monde, c'est ça? C'est bon, ok. Allez, tu me dis. C'est le porte-parole du PPACI qui donne la nouvelle. Le parti rejette les résultats des élections locales et sénatoriales. Je propose d'écouter Justin Katinakone, le porte-parole du PPACI. Au vu de tout ça, et de façon solennelle, le PPACI rejette les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont été obtenus pour l'essentiel par des manœuvres frauduleuses. C'est la position du PPACI. Un rapport détaillé établi par le parti en vue de restituer la vérité sur l'état réel des résultats de ces élections sera confectionné et mis à la disposition des organisations internationales et des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Enfin, au vu de ces résultats, et connaissant maintenant l'état d'esprit de ceux qui gouvernent, fondamentalement tournés vers la fraude, la manipulation des esprits, ainsi de suite, le parti a décidé de se réorganiser en tenant compte de cette donne pour préparer déjà, dès maintenant, les élections 2025. Fait à Abidjan, le 30 septembre 2023, pour le PPACI, le porte-parole du parti. Je vous remercie. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette position du PPACI, Félix?
Alors, personnellement, c'est une position qui, moi, m'étonne parce que je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction, d'autant plus que pour moi, après les résultats des élections qui se sont soldés par une sorte d'échec qu'on peut assimiler sans euphémisme par une sorte de débâcle de PPACI, il fallait plutôt tirer des leçons de cet échec. Et sur ce plateau, même nous en parlions tantôt, le PPACI qui éventuellement devrait penser à tirer de bonnes leçons, à se retrouver pour repenser, j'allais dire, la voie à prendre pour pouvoir éventuellement se relever de cette débâcle. Parce que, mine de rien, comme on l'a dit la dernière fois, toujours sur ce plateau, il y a quand même beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas voté. Ces élections ont mobilisé moins de 3 millions d'électeurs sur plus de 8 millions 500 000 électeurs en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon lot d'électeurs qui n'ont pas voté. Et depuis plus d'une décennie qu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, on s'est rendu bel et bien compte que le parti de Laurent Gbagbo n'est pas allé aux élections à l'époque, le FPI, le Front populaire ivoirien, ils ne sont pas allés aux élections. Les électeurs ont perdu le goût pratiquement des élections. Et je suis persuadé que dans ce gros lot des personnes qui ne sont pas allées aux élections, toute cette crise qui a divisé les partisans de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire FPI, PPACI aujourd'hui, MGC, et Pro, Blé Goudé, COGEP, tout ceci fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Et il fallait s'asseoir, tirer des leçons plutôt que d'engager une autre polémique, notamment après les contentieux qui ont quand même rendu leurs résultats. Moi, je pense que c'est une polémique vaine. Il faut pouvoir s'asseoir, tirer des leçons et se préparer pour l'avenir, comme il a dit, pour 2025. L'enseignant Bakayoko. Moi, j'avoue que je suis extrêmement déçu du discours du PPACI. J'avais espéré que le PPACI tire les leçons de sa déroute, parce que c'est le cas, et essayer de voir comment se réorganiser pour les élections à venir, c'est-à-dire repartir à la conquête des populations ivoiriennes qui, manifestement, l'ont largué. Donc, je pense qu'il aurait dû faire un bien meilleur diagnostic pour que le PPACI continue d'exister. Parce qu'il faut sortir du déni. Comment se fait-il que Lukoné Katina ait pu avoir 6% à Port-Boué et qu'il n'a pas contesté les élections et qu'il vienne remettre en cause l'ensemble du processus électoral? Comment se fait-il que Lida Kwasi Moïse ait eu 19% dans son fief à Lakota et qu'il vienne remettre en cause les élections? Comment se fait-il que Damana Pikas, qui est le secrétaire général du FPI, du PPACI, ait 19,7%? Donc, je veux dire que tous ces résultats qui ne sont pas au demeurant fameux devaient les amener quand même à faire une bien meilleure lecture et savoir qu'il y a une sorte de désaffection de la population vis-à-vis du parti. Mais le parti parle de fraude, peut-être qui, selon eux, explique ce résultat qui n'est pas fameux. Non, cette fraude, elle n'est pas justifiée. Je vais vous donner quelques indicateurs. En 2010, l'élection la plus inclusive que la Côte d'Ivoire ait connue, nous avons 83% au premier tour. Il y avait à peu près 5 700 000 électeurs. En 2015, on était à peu près à 7 400 000 électeurs. Et en 2020, on était autour de... en 2015, on avait 6 millions et quelques. En 2020, à peu près 7 millions. Et en 2023, nous avons 8 millions. Vous voyez qu'il y a une progression qui est quand même rationnelle. Prenez un pays comme le Ghana. Le Ghana a eu 14 millions d'électeurs en 2012 et a eu à peu près 17 millions d'électeurs, un peu moins en 2016. Un peu plus. Et oui, un peu plus en 2016. Donc je pense que ça, c'est... Globalement, les statistiques nous disent que la population électorale se multiplie par 2, en général, chaque 10 ans. Donc ça veut dire que la population électorale en Côte d'Ivoire est dans une progression qui est somme toute normale. Donc je ne vois pas comment il aurait pu y avoir des bourrages d'urnes. Et moi, j'ai été sur le terrain, je ne fais pas partie de la CEI, mais en tant que média, nous avons été sur le terrain. Je ne sais pas comment des gens ont pu bourrer les élections, d'autant que les résultats étaient donnés in situ. Donc, je pense que le PPACI doit faire un autre diagnostic. Heureusement que dans sa chute, le vice-président Koné Katina a parlé de réorganisation, mais j'ai eu l'impression qu'il parlait d'une réorganisation autre qu'une réorganisation sur le terrain. Nous allons en parler, oui. Je pense que ce sera quand même
quelque chose de très compliqué pour le PPACI dans les années à venir. L'avis de Dr Bangalingo. Je pense que le PPACI est dans la suite logique de la posture de départ que ce parti a eu, en tout cas le regard qu'il porte sur le processus électoral. Depuis le départ, donc avant les élections, durant la période de pré-campagne, le parti a à plusieurs reprises dénoncé les irrégularités, d'abord sur le listing électoral, a dénoncé le problème de l'inféodation de la commission électorale au parti au pouvoir, parce qu'il y a un certain déséquilibre de représentation au sein de la structure. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette position finale qui consiste à rejeter les résultats se trouve dans la droite ligne de ce qui a été déjà dénoncé par le passé. Et puis, ils sont finalement contraints à cette position parce que quand vous avez, pendant plusieurs années, planché sur le fait qu'au niveau national, vous étiez une puissance en matière de représentativité ou en tout cas de légitimité, et que les résultats des élections arrivent, démentent catégoriquement ce que vous avez, disons, fait prévaloir depuis au moins une dizaine d'années. Finalement, vous êtes obligé de construire une théorie qui représente une sorte de rejet, de déni de cette réalité désagréable. Et puis, je pense que là où il y a vraiment une surprise, c'est au niveau surtout de l'attitude que plusieurs candidats du parti au pouvoir ont eue vis-à-vis des résultats. Parce que ce sont des résultats pour lesquels il y a eu pratiquement un tiers des recours qui ont été introduits, que ce soit les régionales comme les élections municipales. Et la grande surprise, c'est qu'une grande partie donc, de ces recours ont été introduits par les candidats du parti au pouvoir. De sorte qu'aujourd'hui, finalement, quand le PPACI rejette ces élections, il y a une partie des membres du pouvoir qui confirme que véritablement ces élections ont été organisées dans des conditions d'irrégularité à partir du moment où des proches du président de la République jusqu'à son directeur de cabinet lui-même, qui introduit des recours pour les élections municipales à Cocody, le principal son directeur de chef de protocole. Son chef de protocole, qui introduit des recours. Je pense que c'est absolument évocateur. Et finalement, si la parole du PPACI a aujourd'hui de la valeur, ce n'est pas tant pour la critique facile qu'on reconnaît à l'opposition, mais c'est parce que justement, du côté du pouvoir également, il y a le même son de cloche. Et même si il n'y a pas eu forcément des recours introduits par tous les proches du pouvoir, les candidats du pouvoir qui ont été battus, mais le fait que des grands noms remarquables du parti au pouvoir également sont allés dans le sens de la contestation des résultats de la CEI, cela apporte quand même un minimum de crédit à ce que dit l'opposition. Et je pense que finalement, aujourd'hui, ce que tout le monde fait, c'est le procès de la CEI. La question fondamentale est de savoir est-ce qu'on peut organiser des élections impartiales en s'appuyant sur un personnel électoral partisan. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui participent aujourd'hui à la structuration de l'appareil électoral, ce sont des transfuges des représentants des différents partis politiques. Par quel miracle on arrive à organiser des élections impartiales en composant avec une CEI à l'intérieur de laquelle agissent des représentants des partis politiques? Je pense que c'est la question de fond. Là, vous soulevez une autre question, la réorganisation de la CEI, on en a parlé suffisamment ici. Il faut forcément en tirer des leçons et penser à aller vers une réforme du système tel qu'il existe aujourd'hui, soit en faisant en sorte que l'essentiel de la composition de la CEI soit nourri par, je dirais, ce qu'on appelle la société civile au sens élargi, donc les corps constitués qui ne sont pas politiques en tout cas, ou en tout cas qu'on trouve une formule en tout cas au niveau politique par des négociations, des discussions pour anticiper sur l'avenir, parce que finalement le procès qu'on fait au résultat, c'est un procès contre la CEI, et je remarque que le procès est fait non seulement par l'opposition, mais aussi par certains candidats du parti au pouvoir. Donc il y a l'opposition qui est quand même membre de la CEI, ça aussi il faut le rappeler. Mais dans une condition malheureusement, je dirais, minoritaire. Alors, bon, Alexis Suleiman. Oui, suffit-il de contester, j'allais dire, une élection pour que cela donne un crédit à ce que là on avance comme ayant été soit un vice ou une manœuvre quelconque de nature à pouvoir vicier ce résultat. Qui dispose véritablement de l'indicateur qui permettrait d'en saisir la substance pour apporter la preuve dans sa plénitude que parce qu'on n'est pas content, parce qu'on a gagné, et a fortiori que l'adversaire en face, l'écart constaté de part et d'autre, mais traduit un tableau clinique qui est tellement lumineux que je me surprends premièrement à avoir l'attitude du PPACI, vidé de sa substance qui est le FPI, qui n'a pas su se renouveler parce qu'à la vérité, ce parti
dont l'essence est le pays conçu par Laurent Gbagbo et les siens en 1982 à Dabo, et qui les a portés au pouvoir, ne peut pas avoir été abandonné. Même si c'est l'enveloppe, dit-on, qui aurait été abandonnée. Et puis, espérer pouvoir se régénérer en moins d'1 an ou de 2 ans et croire qu'on peut avoir le même électorat alors que le pays a été, depuis pratiquement 10 ans, métamorphosé dans une splendeur qui donne à penser que ce peuple a une autre perception, a une autre élévation d'esprit à l'opposé de ce que les uns et les autres croient. Alors, ce que je voudrais dire par ailleurs, et qui me paraît extrêmement important, dans tous les pays du monde, généralement, il y a peu ou prou des contestations. Mais une telle conférence de presse, les propos de M. Katina, par rapport au score réalisé par son parti, dont la légitimité me paraît encore sujette à caution, m'amène à plusieurs autres interrogations. Et comme le dit le jeune frère Bangali, que certains proches du pouvoir aient estimé qu'eux aussi il fallait rester auprès des instances pour apporter la preuve qu'il y a eu des manœuvres de l'osive à certains endroits, entache, j'allais dire, la crédibilité même de l'ensemble du dispositif législatif, dans la mesure où la CEI, on l'a dit, est composée des membres de certains partis politiques. Donc une chose et son contraire. Et que le même soir, certains résultats ont-ils été proclamés. Ou à tout le moins le lendemain, au niveau des municipales, des régionales également. Et qu'au sénatorial, bien entendu, ils n'étaient pas nombreux, le même jour, les résultats ont été proclamés. Oui. Moi, pour l'exégète que je prétends être, pour avoir une non-culture de ce genre de débat, je m'en indigne aussi bien de la position du PPACI que des autres structures. Parce qu'il faut savoir être beau joueur et beau gagneur. Il y a souvent des défaites qui vous relèvent et qui vous rehaussent plus que certaines victoires gagnées à la purus dans des contestations stériles, puériles, et qui dégradent l'environnement serein d'un parti au pouvoir qui a gagné très largement, la carte est là. Et bon, il y a des petits îlots de bonheur de 2 ou 3 personnalités qui ne devraient pas être de nature à pouvoir remettre en cause le scrutin. Alors je conclus. Je suis plutôt surpris de la position du PPACI, et surtout près de 3 semaines après. Et que certaines attitudes, par ailleurs, de contestation, ne me paraissent pas être de nature à créer la cohésion nécessaire du fait du brio du président et de ce qui a été réalisé, et que les yeux voient, et que personne ne peut contester au demeurant. Parce que contestation pour contestation, il faut regarder le pays tel qu'il était, et le voir aujourd'hui, et pour le laisser dans la sérénité, la quiétude. Alors, il a surtout parlé de réorganisation, mais dans ce contexte, comment le PPACI se réorganise, puisqu'il parle de la présidentielle de 2025, Félix Boni, sur quoi doit jouer finalement le PPACI, justement en regardant 2025? Vous savez, quand on parle de PPACI, moi j'ai envie de parler du parti de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le PPACI, c'est une nouvelle formation qui vient d'arriver sur la scène politique, qui a moins d'1 an, qui vient de s'essayer à l'épreuve des élections et qui en a eu les résultats. Et soit dit en passant, le PPACI, lorsqu'il contestait les conditions qui entouraient l'organisation de ces élections, a dit « nous irons aux élections ». C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'aller aux élections. Quand on accepte d'aller aux élections, on accepte aussi les résultats des élections. Alors, le doyen peut-être pourra nous aider à rafraîchir notre mémoire. En 1966, aux États-Unis, il y en a un président qui avait échoué presque de façon résiduelle, mais qui a fait ce qu'on appelle, qui a introduit dans le langage des élections de la démocratie, ce qu'on appelle le discours de défaite. C'est-à-dire, il a été défait, je vais bien me souvenir du nom de ce président, mais il a fait un discours qui est tel que les Américains ont retenu de lui cette grandeur d'âme et d'esprit, et qui a fait que les élections suivantes, il a gagné les élections qui ont suivi. Ça veut dire qu'il faut pouvoir parfois accepter sa défaite pour préparer les prochaines victoires. Alors, c'est réorganiser comment? C'est réorganiser, je crois que ces résultats, cette débâcle, ce que Bakayoko appelle une déroute, qui n'est pas faux, pour dire qu'il ne faut pas euphémiser avec ce qui est une réalité,
Parce que quand vous regardez ces résultats, à part dans le Cavalier, où le ministre Hubert Oulaye a quand même titillé Mme Ouloto avec presque moins de 2% de différence de voix, partout par ailleurs, c'est pratiquement vraiment la déroute. La Bérésina. La Bérésina, comme on le dit. Et quand c'est le cas, il faut tirer des leçons. Et pour le PPACI, se réorganiser, c'est recréer sa cohésion d'antan. C'est-à-dire, je parle du parti de Laurent Gbagbo. Je n'ai même pas envie de parler du PPACI. C'est-à-dire, les partisans de Laurent Gbagbo doivent pouvoir se remettre ensemble, recréer cette ambiance. Quand on est divisé tel qu'on l'est actuellement, je crois que tous ceux qui étaient électeurs en 2020, en 2010 de Laurent Gbagbo aujourd'hui, qui avait gagné les élections en 2010, disent que ces élections, enfin en 2010, bien avant, autant pour moi, en 2000, toute cette masse qui s'était mobilisée pour lui, aujourd'hui, cette masse-là, c'est pratiquement stratifiée. Derrière Blé Goudé, derrière Mme Gbagbo, derrière Afinguessan, derrière lui-même Laurent Gbagbo. Mais mieux, il y a une grande partie qui a été gagnée par la désaffection, pour utiliser l'expression de Bakayoko. Mais le RHDP a mobilisé, et nous en sommes certainement certains, que tous ceux qui ont voté, tous ceux qui sont militants du RHDP, les cadres du RHDP ont mobilisé leur électorat pour aller voter. Et on pourra dire qu'à ces élections, s'ils ont gagné face à une désaffection des électeurs des autres partis politiques qui ne sont pas allés voter. Plus de 5 millions d'électeurs qui ne sont pas allés aux urnes. Se réorganiser, c'est séduire ces millions d'électeurs qui n'ont pas voté, qui peut-être peuvent se retrouver encore dans un discours autre que les contestations que je trouve, cette contestation, je ne la trouve pas citoyenne. Ça, c'est mon avis. Lansini Bakayoko s'est réorganisé, surtout pour 2025, mais comment? Mais d'abord, un éclaircissement. Professeur, il ne faut pas cautionner des velléités anarchistes qui se profilent. C'est-à-dire vouloir contester les élections pour juste créer de l'anarchie, ça, il ne faut pas le cautionner. Il ne faut pas le cautionner. Mais ce ne sont pas les anges qui viendront organiser les élections en Côte d'Ivoire. En 2000, tout près là, mais c'était Honoré Dié qui avait dirigé les élections. Elles avaient été fortement contestées. Ou bien est-ce parce que le FPI l'avait remporté? Donc on va passer par perte et profit les contestations qui ont émaillé cette élection? Je ne crois pas. Plus tard, il y a eu avant ça, c'était l'administration territoriale elle-même qui organisait les élections. Mais tout le monde sait comment cette administration territoriale a été combattue. Et d'ailleurs, c'est cette contestation qui a amené à la création de la commission électorale indépendante dans laquelle siègent les forces en présence. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de commission électorale ou bien de juge des élections. Mais c'est un problème de citoyenneté et d'acceptation de la défaite, d'acceptation du jeu démocratique. Donc, il ne faut pas relativiser les élections, il ne faut pas relativiser le succès de cette élection et dire que, sous prétexte que des membres du parti au pouvoir ont esté en justice, que cela viendrait donner du crédit à la contestation du FPI. Moi, je pense que ce que le FPI fait et ce que ses candidats malheureux, le PPACI fait et ce que ses candidats proches du pouvoir, candidats malheureux font, je peux l'accepter si c'est une posture politique pour pouvoir maintenir les électeurs en éveil. Sinon, si c'est pour contester, parce qu'on est sûr qu'on va contester, je crains que le PPACI fasse mauvais jeu. Ce qu'il faut aujourd'hui, Kolo, tu as parlé de réorganisation, je pense que le PPACI a besoin de se réinventer. Parce que la vraie lecture, c'est que la politique du PPACI aujourd'hui n'est plus lisible au niveau de la population. Et ça, c'est une vérité que le PPACI doit prendre en charge. Moi, j'aime bien ce parti. J'aime très bien ce parti. Et je suis gêné, je me sens mal quand je vois que ce parti qui doit incarner la vraie alternative en Côte d'Ivoire au RHDP, aujourd'hui est en train de se terrer dans une sorte de déni, alors qu'il aurait dû comprendre que son discours ne passe plus. Donc il faut réinventer ce discours, il faut se régénérer et espérer que le PPACI devienne la vraie alternative. Moi, c'est ça mon souhait. Il faut que le PPACI, qui a des cadres éminents, qui a des personnalités de premier plan, des personnalités qui ont gouverné et qui aujourd'hui connaissent l'appareil de l'État. Tout n'est pas perdu au PPACI. Je pense qu'ils doivent se réinventer et rentrer dans le jeu démocratique, accepter les résultats, accepter la défaite aujourd'hui. Mais s'ils s'arc-boutent dans la contestation, M. Alex a dit stérile, je pense que
je crains que le parti ne survive après 2025. Docteur Bangali. Je pense que la question de la dépolitisation de la CEI est fondamentale parce que tout à l'heure, vous avez relevé le cas de Donoro Guié en 2000, pour les élections de 2000. Mais la spécificité, c'est que justement, c'est un exemple de démonstration de la capacité d'un acteur de la société civile de résister aux appels de pied de ceux qui tiennent l'exécutif. Donc c'est un exemple d'insoumission, d'indépendance justement de cet institut. Parce que le principe fondamental, c'est justement la question de l'indépendance, comme le dit son cycle, commission électorale indépendante. Et quand il y a une inféodation du fait de la représentation majoritaire du parti au pouvoir, il y a cette indépendance-là qui est compromise, qui est impossible, sinon qui existe que de nom. Et donc je pense que la réflexion, en tout cas, mérite d'être faite. Et ce que nous faisons, c'est d'appeler l'attention de toute la communauté internationale sur la nécessité aujourd'hui de pouvoir avoir un débat en profondeur sur la configuration même de cette institution, de laquelle dépend l'essentiel de tout le processus. Donc je pense que c'est juste une réflexion à laquelle on appelle les uns et les autres. Et elle mérite d'être faite parce qu'à chaque élection, les contestations reviennent avec insistance. Et quand on va devant le Conseil d'État, que le Conseil d'État donne, disons, raison ou en tout cas accorde du crédit à des contestations qui ont été introduites, comme on le voit dans le cas de Fekese-Dougou, c'est dans certains cas pour le municipal à Fekese-Dougou, on se rend compte que les élections seront reprises du fait d'un certain nombre d'erreurs de calcul dues aux acteurs de la CEI. Et il y a plusieurs cas. Une circonscription comme San Pedro, aussi une circonscription régionale aussi importante, une ville aussi importante, où il faut reprendre des élections à cause d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'il y a eu. Ça doit quand même appeler... Pas au régional, ça au doit municipal. Appeler, À San Pedro, ce n'est pas au régional, c'est au municipal. Docteur Bangali. Que ce soit Fekese-Dougou... Docteur Bangali, on va passer rapidement sur ce débat de la CEI. Il s'agit des municipales. Donc je pense qu'il y a clairement aujourd'hui que dans ces recours qui ont été introduits, le fait que le Conseil d'État en valide en tout cas un certain nombre, confirme le fait qu'il y a eu effectivement des irrégularités qui ne doivent pas être balayées du revers de la main. C'était des contestations fantaisistes. Tout le monde sait que c'était des contestations fantaisistes. Mais à partir du moment où le Conseil d'État les a validées... Oui, mais le Conseil d'État a pour obligation... Le Conseil d'État a pour obligation d'enrôler les contestations. On va en parler au Club de la Presse. D'ailleurs, il faut attendre que le Conseil d'État finisse de travailler et on remet ce sujet ici. On va passer, Bangali. Que faire le PPACI? Regarde 2025, Bangali. Pour ce qui concerne le point revenu au PPACI, je pense qu'il y a une reconstruction non seulement du discours du PPACI, mais aussi surtout le besoin de repartir, écouter la base pour savoir pourquoi est-ce que la base ne suit plus, n'exécute plus les consignes de ce parti politique. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine déconnexion entre ceux qui sont amenés à conduire cette ancienne tendance qu'on a appelée la LMP, donc la majorité présidentielle, donc qui recrute au-delà même du FPI, parce que c'est une coalition de plusieurs tendances proches de la gauche. Et il y a une déconnexion entre l'élite politique et la base. Et comme je l'ai déjà ici expliqué pendant les sessions précédentes du Club de la Presse, on a eu l'impression que la tête a envoyé des mauvais signaux qui ont démobilisé la base dans sa volonté de participer non seulement aux échéances électorales, mais aussi de s'aligner sur les consignes qui ont été finalement émises par cette formation. Donc, il y a le besoin d'une reconnexion avec sa base, surtout à l'écoute de la base. Pourquoi aujourd'hui le discours politique du PPACI ne fait plus rêver? Pourquoi ce discours n'intéresse plus les nouveaux majeurs? Est-ce qu'il est dépassé? Dans quelle mesure il faut le réarticuler pour l'aligner sur les nouvelles préoccupations des populations électorales traditionnelles sur lesquelles s'appuyait ce parti politique? Donc je pense que pour le PPACI, il y a la nécessité d'instaurer un dialogue entre les électeurs et l'élite politique de cette formation, de sorte à ce qu'il y ait une reconstruction à la fois du discours, de la stratégie politique, pour espérer faire basculer les choses dans le sens de pouvoir reconstituer une offre politique alternative au parti au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il y va, je dirais, du bon état de la démocratie. Quand on se retrouve dans un géopolitique où il y a une domination ultra-majoritaire d'une tendance, il est clair que cela expose la gouvernance, je dirais, à une sorte d'autosatisfaction, ou en tout cas expose la gouvernance
a évolué en chute libre face à des contre-pouvoirs qui sont atrophiés. Et dans le principe démocratique, il faut des contrepoids qui permettent au gouvernement, aux partis dirigeants de garder quand même un certain équilibre, une certaine lucidité dans la conduite des affaires publiques. À partir du moment où le même parti politique contrôle le domaine de la conception, le domaine de l'exécution et de la supervision, donc on se retrouve pratiquement dans une sorte de parti unique. Et si le RAGP n'a pas suffisamment de maturité, de lucidité, une telle position est difficile à gérer. Donc on a besoin en tout cas d'un contrepoids politique que le PPAC doit pouvoir offrir. Même si dans l'immédiat, ils n'ont pas la capacité de reconquérir le pouvoir, mais ils doivent constituer un contrepoids qui puisse, je dirais, donner le change au parti au pouvoir. Monsieur Bamba Alex Suleiman, vous qui connaissez l'atmosphère politique d'hier à aujourd'hui, comment vous pensez que le PPACI peut vraiment s'en sortir? Non, mais je pense que le tableau clinique qui a été brossé aussi bien par Dibi, mon jeune frère Barayoko et Bangali, est suffisamment symptomatique des projections qui peuvent être faites. Premièrement, l'expertise ici, elle est gratuite. À écouter les uns les autres, dont le PPACI doit pouvoir s'en servir, parce qu'il y a des ébauches qui ont été mises à sa disposition pour se reconstruire, en répartant des zéros, en mettant sur la table tous les acquis d'hier. Mais avant de remettre sur la table les acquis d'hier, regarder dans le passé, ce qui a permis que l'on se retrouva pour construire ce qui était devenu le parti au pouvoir il y a une quinzaine d'années à peu près, et ce qui après a déconstruit. C'est-à-dire les perspectives, la projection, la prospective, tous ces éléments qui aujourd'hui, dans un contexte et une configuration de géopolitique, de géostratégie, permettent-ils de voir comment est-ce que le monde y change, comment est-ce que le monde y bouge. Alors si vous êtes figé sur des certitudes anciennes et que vous vivez dans le passé des souvenirs, il est évident que vous n'innovez rien du tout. En l'espèce donc, pour tenir compte de la réalité, c'est vrai que la commission électorale indépendante telle qu'elle est faite, telle qu'elle est aujourd'hui, est sujette à caution. Elle peut être discutée, elle peut être discutable, elle l'est même, fondamentalement. Comment donc réinventer la CEI sans les partis politiques? C'est le défi majeur. Parce que tant qu'il y aura des politiques au cœur du système, d'une structure prétendument indépendante, il est évident que des recours aussi rédhibitoires comme on en constate n'auraient pas été. Celui qui a gagné, il a gagné. Parce que la commission électorale indépendante, prétendument, qui, devant la nation, proclame des candidats vainqueurs, souvent dans des circonstances vraiment, je dirais, pléthoriques, on ne peut pas, par quel mécanisme ou bien, j'allais dire, structure de Nostradamus, pouvoir remettre en cause ou alors discuter même de la légitimité de la victoire qui a été proclamée sans embâche. Alors, moi, je pense que les uns et les autres ont esquissé des lignes qui permettraient aux partis politiques de tenir compte de leur propre réalité, d'éviter de se satisfaire soi-même, fondamentalement, ou alors de croire qu'on n'a pas fait de faute, alors qu'à la vérité, le miroir aux alouettes, c'est pas le rêve. Ramène autre chose. D'accord. Alors, on a fini avec ce sujet. On passe au deuxième dans l'actualité nationale. 3 produits importants. Le carburant gasoil et super, c'est plus de 60 francs. Le prix du kilogramme de cacao passe à 1000 francs. Le café de 750 à 900 francs. Des explications surtout sur le carburant et on se retrouve. Les cours du pétrole brut sur le marché international connaissent une hausse depuis la fin de la pandémie de la Covid-19. Cette flambée des prix s'est accentuée avec les craintes sur la sécurité d'approvisionnement liée à la crise russo-ukrainienne survenue en février 2022. Depuis, les cours du Brent ne sont jamais descendus en dessous de la barre des $72 US le baril. Ils avaient même été au-delà de 123
$ US le baril au mois de juillet 2022. Alors, les explications du ministre du Pétrole, Lansana Bakayoko, je voudrais qu'on s'arrête, messieurs, sur le carburant, en commençant par vous, vos commentaires sur cette hausse. Oui, d'un point de vue social, cette hausse est une gêne parce que ça va entraîner une sorte de renchérissement de la vie sociale, pour ne pas dire le coût de la vie, ça c'est une évidence. Maintenant, quand on a fini de dire ça, peut-être qu'il faut passer à une phase explicative. Parce qu'aujourd'hui, le ministre l'a dit, le ministre Mahamadou Sangafoua Coulibaly, il vient de dire que le contexte mondial, l'environnement international est tel qu'aujourd'hui, on ne peut plus maintenir le prix du carburant figé. Et cette conjoncture, c'est quoi? Bien sûr que c'est la crise russo-ukrainienne qui a quand même généré des surcoûts au niveau des pistes d'approvisionnement. Il y a aussi que les principaux exportateurs, les principaux producteurs cherchent à limiter leur capacité de production, probablement pour pouvoir garder des coûts ou bien des prix rémunérateurs pour leurs économies. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était dans une sorte de difficulté qui était devenue structurelle. Et le principe de l'ajustement mécanique avait été adopté pour pouvoir tenir compte des fluctuations sur le baril. Et je crois savoir que le gouvernement avait résisté, pensant que la crise russo-ukrainienne, en tout cas tous les phénomènes exogènes, pouvaient être c'était des questions conjoncturelles et qu'on pouvait attendre. Mais vous voyez que l'attente est devenue beaucoup trop longue, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de rentrer dans une sorte de crise structurelle au niveau de la question des prix. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a quand même... il faut dire que sur l'année 2002, c'est à peu près 726 milliards de francs CFA qui ont été injectés au titre des subventions. Et quand on y ajoute 2023, bon an, mal an, nous sommes au-delà des 800 milliards de francs CFA que le gouvernement a dû injecter sous forme de subventions. Mais ce que je dois ajouter, c'est que si on appliquait par exemple le principe de l'ajustement mécanique, cette fois, on aurait ajouté 213 francs sur le prix du gasoil, c'est-à-dire le prix actuel, 213 francs sur le prix du gasoil et 106 francs sur le coût du super. Mais encore là, le gap allait être tel que le gouvernement allait être obligé de mettre encore beaucoup de subventions, ce qui n'était plus supportable pour la société ivoirienne des raffinages qui est déjà, si vous voulez, pas en difficulté structurelle, mais qui commence à avoir des problèmes au niveau de sa balance de paiement interne. Donc, c'est la survie de la Côte d'Ivoire qui est en question, en tout cas la survie au niveau de l'approvisionnement en hydrocarbures, puisque la CIE achète le brut à l'extérieur et viennent le revendre. Aujourd'hui, si on vend à 97 francs, il y a des charges de personnel, il y a des charges liées à la vie de la société elle-même qui aujourd'hui ne permettent pas, en tout cas ne permettaient pas que les prix restent en l'état. Mais entendons-nous bien, je ne dis pas que je suis pour l'augmentation, mais je suis dans une tentative d'explication de la situation. Oui. Je crois qu'au plan organique et structurel, tu as évoqué les prix, tu en as donné les raisons. On ne va pas s'y attarder, évidemment. Mais moi, je crois que... Pourquoi est-ce que l'information ne précède pas la décision qu'on apprend ensemble, tous, au même moment? Alors que, de façon subtile, une campagne aurait pu précéder pour préparer les esprits, de sorte que le choc, il est moindre, puisque tu y es préparé plus ou moins psychologiquement. Mais ça, c'est une démarche rationnelle dans un contexte comme celui-ci. Et ça prêterait moins de sujets à polémique que plutôt d'attendre que, d'une façon, j'allais dire, quasi brutale, on vient et on donne une information et puis on sursaute. Mais la vérité, ce n'est pas d'aujourd'hui que la Syrie est en difficulté. Mais nous sommes producteurs de pétrole. Nombre d'Ivoiriens... Attention. Mais est-ce que notre capacité... Non, mais on va arriver à la capacité. On parle du fait réel. Nous sommes producteurs, oui ou non? Nous le sommes. Mais est-ce que le commun des mortels... Non. Oui, non, mais non. Alex, non, cette production-là... Bon, je vous laisse expliquer. Terminé. Non, ça veut dire que c'est pour que ce soit intelligible et accessible. Et ça, c'est la démarche pédagogique. Pour que ceux qui ne perçoivent pas très bien
Et le citoyen lambda qui m'interpelle dans la rue, oui, mais ils ont augmenté encore, tu n'as rien dit. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je réponds quoi? Alors, si la campagne avait été précédée d'informations, même dans des cadres restreints, et que par cercle concentrique, on en arrive à j'allais dire, dans un environnement plus élargi, forcément, au moment où l'information elle-même elle est diffusée, elle est donnée, les populations sont plus ou moins, j'allais dire, informées, et le choc est moindre. Mais nous sommes producteurs, dit-on, mais depuis longtemps. Lorsque Foumbagny prit la première coupe du champagne avec le ministre Paul Guidibo, en 1971, pour se féliciter que la Côte d'Ivoire, enfin, va produire du pétrole. Et depuis, de gouvernement en gouvernement, et même notamment depuis l'arrivée du président Ouattara, je crois qu'il y a un bond qualitatif qui avait été fait. Certes, la crise post-électorale a été rude, elle a impacté négativement et l'écosystème et les conditions de vie des Ivoiriens, et que, au demeurant, plusieurs personnes qui avaient quitté leur village, qui sont arrivées à Abidjan ici, ne sont plus partis. C'est pour ça que depuis le carrefour de la vie jusqu'à Bégerville, tu peux passer 2 heures de temps, 2h30 dans la voiture. Puisque, au plan démographique, aucune structure n'avait-elle été mise en place pour, d'une part, prévenir qu'une telle situation aurait pu se produire, et de l'autre, donc en aval, prendre des dispositions pour contenir le flot. Alors, l'un dans l'autre, ce que ça crée, ce goulot, et ça donne l'impression qu'il y a, par ces concentriques, il y a une sorte d'inflation qui pourrait se justifier, puisque bon, nous sommes dans une logique d'explication. Oui, Boni. J'avoue que je suis dans la même logique que le grand frère Bamba Alex, parce qu'il faut le dire, et le dire très bien, ne pas dire, parler plus fort. La Côte d'Ivoire est productrice de pétrole. Et le gouvernement en fait bien la publicité, et donc l'Ivoirien lambda veut se demander, mais si nous produisons du pétrole, ça veut dire que nous sommes également aussi sur le marché mondial du pétrole. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on perçoit là-bas aussi. Donc si le coût du pétrole monte, ça veut dire que nous aussi on vend ce produit. Donc il y a quelque part une recette. Comment cette recette arrive-t-elle à compenser le manque à gagner de l'autre côté pour qu'on puisse quand même stabiliser un peu les prix? On se pose des questions. Au-delà de ça, Bakayoko a commencé en parlant de le renchérissement du coût de la vie. La vie est pratiquement intenable en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais chacun parle de son pays. La vie est intenable en Côte d'Ivoire ces temps-ci, tout le monde le sait. Quand il y a des situations comme ça qui arrivent, gouverner, c'est prévoir. Donc il faut prévoir, il faut mettre des mécanismes internes sur place pour pouvoir amortir ce choc. Parce que c'est un choc encore. Dans quelques jours, tous les prix vont augmenter. On ne peut même plus acheter du riz. La plus grande nourriture en Côte d'Ivoire, même la tiéké en Côte d'Ivoire, on ne peut plus l'acheter. Alors, je ne parle pas de la viande, du sucre, de l'huile et de tout le reste, le poisson, et tout ça, on ne peut rien acheter. Alors, il appartient au gouvernement de prévoir, d'anticiper. Pendant ce temps, on voit qu'il y a des dépenses, par exemple, au niveau de l'État, dont on peut se passer. Récemment, je suivais un débat quelque part où des gens parlaient de tous ces postes de conseils régionaux, de ministres, gouverneurs et de ceci ou cela, tout ça qui vont créer des goulots, qui sont des enrichissements inutiles de personnes qui sont déjà riches. On peut se passer de ça. Tout récemment encore, le président même a annoncé la création d'une nouvelle institution. Tout ceci est budgétivore. Vous n'allez pas jusqu'à remettre en cause les institutions. Non, c'est mon droit de pouvoir, en tant que journaliste observateur, critique, analytique, de pouvoir jeter un regard sur toutes ces décisions qui sont prises, qui quand même nécessitent des portefeuilles au niveau des caisses de l'État, qu'on peut quand même utiliser pour amortir le choc par rapport aux populations qui souffrent. Parce que réellement, les populations souffrent. Aujourd'hui, quand vous prenez la route à Abidjan, Bouaké, vous payez pour combien de fois de péage? Mais tout ça, il y a un réjaillissement systématique sur les populations. Parce que si le transporteur, il monte le coût du transport, qui paye? C'est les populations qui payent. Mais rien n'a changé. Au niveau des salaires, c'est vrai qu'il y a un déblocage au niveau des fonctionnaires. Qu'en est-il du privé? Rien n'a changé au niveau du privé. Non, il y a quelque part, il faut prévoir, il faut anticiper. Quand on va venir, il y a l'information pour que les populations ne soient pas trop choquées. Mais il y a aussi des prédispositions, des mécanismes internes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir amortir le choc. Lancez, vous voulez réagir, surtout sur la capacité de production. Sur la capacité. D'abord, je voudrais dire que les deux discours que je viens d'entendre, je les partage. Je les partage entièrement, mais je pense que ce sont des discours socialement corrects, pour ne pas dire politiquement corrects. Mais moi, qui fais de l'économie au quotidien, moi je parle au plan technique. Au plan technique, c'est-à-dire que je ressens aussi les difficultés, les charges, mais nous sommes dans une posture au niveau de l'État. Bon, enfin, nous parlons de la situation de l'État. Ce n'est pas des situations, ce n'est pas des positions personnelles. Nous parlons de la situation de l'État qui a peut-être poussé à ce relèvement des tarifs
des hydrocarbures. Donc, vous êtes, si vous voulez, dans le factuel. Oui, mais Bamba parlait de pays producteurs. Je pense que le président peut-être l'a dit. C'était sans doute une position de prestige. Il défendait peut-être le prestige de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas, pour le moment, en tout cas au moment où je parle, n'est pas pour le moment un pays producteur, puisque aujourd'hui, notre capacité de production est à peu près de 20 000 barils jour. Mais nous avons quand même Baleine. Non, je viens comparer à... Attendez. Non, c'est-à-dire la position du président Houphouët-Boigny était à la fois de prestige et d'honneur et de réalité de fait. Parce que, technologiquement, il venait d'être montré au monde entier qu'un pays en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, avait toute cette chance inouïe du fait de la politique qui avait été menée et qui continue de l'être. Sous l'ère d'un de son fils spirituel, de prospérer. Et donc de donner matière à réflexion dans la perspective du développement que sa vision, que tout le monde connaît, de grandeur d'un pays, à faire autorité en Afrique de l'Ouest. Vous savez, ça c'était une posture, si vous voulez, une posture un peu commerciale. Parce que tout le monde sait que le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire n'était pas aussi couru par les, disons, les investisseurs étrangers. Donc la Côte d'Ivoire n'avait jamais été en position de grand producteur de pétrole. Que vaut la Côte d'Ivoire qui produit 20 000 barils jour devant le Gabon qui en fait plus de 200 000 barils jour, devant la petite Guinée équatoriale qui fait à peu près le même pourcentage. Aujourd'hui, le Ghana est à plus de 100 000 barils jour. Le Nigeria, n'en parlons pas, l'Angola. Donc ça, ce sont les grands pays producteurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on vient de faire une découverte, mais cette découverte, normalement, devait rentrer en vitesse de croisière à partir de 2027. Pour le moment... Oui. Non, s'il vous plaît. 2023. Non, attendez. C'est mon domaine, c'est mon milieu. Attendez. Ça dit la première goutte. Ça dit, après les investissements, la première goutte, c'était programmé pour le 15, mais c'est fin août que finalement, les premières gouttes sont tombées. Les premières gouttes sont tombées. Ça dit que le champ baleine qui a été découvert, les premières gouttes qui symbolisent le démarrage de l'activité, c'est ce qui était en août 2015. Mais vous savez que c'est des choses qui vont graduellement. Et la Côte d'Ivoire devra pouvoir rentrer en vitesse de croisière en 2027. Encore que, à cette période-là, il va falloir renégocier pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une part importante dans le partage du gâteau. On n'a pas encore entendu Bangali sur oui, la je pense que sur la question, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est confronté à une situation dont les déterminants sont à l'international, donc qui ne dépend pas de lui. Et notre pays n'est pas le seul État qui est confronté à cette situation de renchérissement des coûts du carburant. Et en la matière, il faut quand même relever le fait que la Côte d'Ivoire fait figure d'exemple en matière de tarification du prix du carburant à la pompe, parce qu'il y a des cas plus désastreux au Nigeria. Le Nigeria qui est quand même un grand pays producteur de pétrole, et au Ghana, ainsi de suite, dans la sous-région. La Côte d'Ivoire fait figure d'exemple, en tout cas au niveau du contrôle étatique, de cette flambée-là. Parce que la Côte d'Ivoire joue sur, je dirais, deux leviers. Il y a le levier, bien sûr, de la subvention, dans la mesure de ce que peuvent les finances publiques, parce que notre pays, aujourd'hui, est confronté à une situation de déficit budgétaire qui se creuse. Et donc, du point de négociation qu'il y a eu avec ses partenaires internationaux, la direction qui a été recommandée n'est pas de continuer de creuser le déficit budgétaire, mais de progressivement renoncer à la logique de subvention de tout ce qui peut y avoir comme envolée des prix. Et donc on a déjà vu, on a déjà assisté de ce point de vue-là à une légère augmentation au niveau du prix de l'électricité concernant les entreprises. Aujourd'hui, cette situation qu'on avait pensée conjoncturelle au niveau de l'électricité, parce qu'il faut dire que l'essentiel de l'électricité utilisée en Côte d'Ivoire est produit à base de fiel, le fiel qui est un dérivé donc du pétrole. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une incidence également de ce renchérissement du coût international au niveau de l'essence vendue à la pompe. Et puis, le deuxième levier, qui est le plus important, je crois, dans la tentative de contenir l'effet domino provoqué par l'augmentation du prix, c'est la régulation administrative. Parce que les 3 ministères qui sont impliqués dans le secteur de l'énergie ont rencontré surtout au niveau des transports, les fêtiers des transporteurs,
et ont pris des dispositions en termes de suppression d'un certain nombre de taxes au niveau de l'État pour qu'il y ait une sorte de filet social pour amortir le manque à gagner de ces acteurs de la filière du transport. De sorte qu'il y a une sorte de situation où celui qui utilise son véhicule ne sera pas forcément ne sera pas face à la même situation que celui qui utilise le transport en commun, les transports en commun, parce qu'il y aura une sorte de stabilisation de la tarification au niveau des transports en commun, même s'il y a une augmentation du prix pratique à la pompe pour celui qui utilise sa voiture personnelle. Mais je crois que la question de fond surtout, c'est pour combien de temps encore l'État de Côte d'Ivoire peut continuer à contenir les effets du renchérissement du prix, parce que la situation en Ukraine ne donne pas l'impression d'aller vers la fin. Et finalement, quand on relève la nécessité justement de penser des solutions sur le long terme en intégrant ce qu'apporte le nouveau statut de la Côte d'Ivoire en tant que nouveau pays producteur de pétrole, parce que quand même le gisement Baleine vient multiplier par 5 la capacité de production passée de la Côte d'Ivoire qui était de 30 000 barils, on passe au-dessus des 150 000 barils. Quelle est la part de contribution à la consommation énergétique intérieure? Parce que par tradition, on considère que le pétrole découvert dans les bassins sédimentaires du golfe de Guinée est un pétrole de qualité supérieure. Donc, généralement, c'est ce que l'État fait. L'État préfère aller vendre sur le marché international le pétrole qui est produit dans le bassin d'Afrique occidentale, qui est de première qualité, pour acheter ensuite sur le marché international ce qu'on appelle le carburant de qualité africaine. Donc, finalement, est-ce que cette stratégie, cette pratique de l'État qui, par le passé, a fait recette, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas mieux de réserver une partie de la production interne à la consommation interne, de sorte que, en reversant donc cette capacité dans la transformation assurée par la CIE, on puisse disposer en interne d'un mécanisme de régulation sur le long terme. D'accord. Alors, messieurs, il y a des augmentations, c'est vrai. On peut pleurer pour le carburant, mais on peut rire aussi pour le secteur agricole, le binôme café-cacao. Ça se passe bien, plutôt? Ça se passe bien parce que, quand même, les producteurs vont avoir un petit souffle au niveau du cacao qui passe maintenant à 1000 francs. Le café qui a pratiquement 100 francs de plus encore sur le coup. C'est bien pour les producteurs. Ça veut dire qu'il y a un petit souffle quand même au niveau des producteurs. Mais comme je le dis tantôt, c'est comme si on a donné quelque chose de la main gauche quelque part à une minorité, puis de la main droite, on a arraché la grosse portion. Ce qui va se passer bientôt, c'est-à-dire le renchérissement du coût de la vie est tel qu'aujourd'hui, demain, ce sera pratiquement la masse de la population ivoirienne qui va en partie. Je ne crois pas que peut-être la production, cette augmentation significative au niveau des producteurs va quand même juguler le renchérissement du coût de la vie au point où les populations ne vont pas sentir quand même l'effet de l'augmentation du coût de carburant. Oui, évidemment, il faut s'en réjouir, heureusement, parce que la Côte d'Ivoire a été bâtie sous un paradigme très clair, comme Fauboin l'a dit. C'est le monde agricole sur lequel repose la richesse de ce pays. Et c'est le successeur du président Bédia Ouattara, après l'intermède Gueye et Laurent Gbagbo, s'inspire du même modèle, du même archétype, pour que la Côte d'Ivoire continue d'exercer dans ce domaine-là le leadership en Afrique de l'Ouest, et que le grenier est toujours plein. Il faut féliciter le gouvernement pour ce qu'il vient de faire, et qui atteste et traduit bien sa volonté, sa perception philosophique, morale, d'y rester toujours dans la droite ligne de ce que le père fondateur a voulu et dont les bénéfices sont reçus par tous les enfants et qui crée un équilibre sociétal et qui donne la tranquillité et la paix du cœur. Et ça, c'est éminemment important. L'enseignant Bakayoko. On peut sans doute féliciter le gouvernement, mais moi, j'avoue que j'en attendais mieux. Moi, j'attendais autour de 1100 francs au minimum pour le cacao. C'est vrai que l'année dernière... Un tiers vaut mieux que 2, tu l'auras. Oui, je suis bien d'accord, mais je veux dire, l'année dernière, ça aurait pu se justifier, puisque la Côte d'Ivoire est dans une procédure de vente qu'on appelle la vente anticipée. C'est-à-dire les productions sont vendues, en tout cas pour la grande partie, à l'avance. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand frémissement au niveau des coûts mondiaux. Et donc, ça aurait pu avoir un impact positif sur le coût aux producteurs, en tout cas le prix de vente aux producteurs. Malheureusement, on avait déjà vendu nos productions. Mais la nouvelle campagne qui commence aujourd'hui même,
En principe, on a tous les ingrédients. C'est vrai que ça peut être risqué, mais on a tous les ingrédients. Il n'y a aucune analyse aujourd'hui qui nous dise que les coûts vont baisser au niveau international. C'est vrai qu'il suffit de peu pour que tout change, mais aujourd'hui, quand nous analysons le marché international, nous voyons bien que le marché va rester encore réchauffé pendant longtemps. Donc je pense que le gouvernement aurait pu améliorer les 1000 francs et passer à 1100 francs au minimum pour les producteurs. Mais sans doute le gouvernement a-t-il ses raisons d'avoir fixé ce prix plancher. C'est une projection, tu aurais souhaité, c'est une hypothèse. Mais le voisin à côté, pendant ce temps, va mieux. Oui, mais peut-être les parce que le risque, parce que une fuite de l'eau. Parce que le risque serait que, ou du moins aurait été que le prix soit un peu plus, j'allais dire, élevé qu'il l'a été. Bon, moi, d'un kilogramme, je préfère ce que je veux avoir. Non, Baba, et après, on verra comment est-ce qu'il faut Alex, le risque que cela pose, c'est la fraude, la fuite du cacao. Vous voyez qu'aujourd'hui, nos frontières... Pas plus tard que la semaine dernière, oui, il y a eu des saisies importantes vers la frontière ouest, par exemple. Mais ça traduit bien la vigilance des autorités. Non, ils ne sont pas sans savoir. Je ne dis pas moins. Non, je ne dis pas moins, mais si les gens cherchent à aller à l'extérieur, c'est parce qu'ils espèrent avoir un bien meilleur prix à l'extérieur. Donc aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire est en capacité de donner un bien meilleur prix aux producteurs. Mais pour le moment, ce qui est là, ce n'est pas mal, mais on peut l'améliorer. Maintenant, sur le café, c'est là qu'il y a eu la plus grosse prouesse. Parce que nous étions à 750 francs le kilogramme. Aujourd'hui, nous passons à 900 francs, soit plus de 150 francs le prix. Mais le seul bémol, c'est que le cacao, aujourd'hui, on n'en produit que 100 000 tonnes. Le café. Le café, aujourd'hui, on n'en produit que 100 000 tonnes. Cela est marginal par rapport aux capacités de la Côte d'Ivoire au regard du passé. Docteur Bangali. Pour enchérir directement sur ce qu'il dit, on se retrouve dans cette situation de la baisse de la production du café, justement parce que pendant longtemps, il y a une politique des prix qui a desservi les producteurs et qui ont contribué à décourager ces acteurs de proximité à continuer d'entretenir des plantations de café qui étaient à l'époque payées pas plus tard que 5 années en arrière à 300 à 400 francs. Et finalement, au moment où la production chute, on se retrouve dans une situation au niveau international. La demande fait qu'on est obligé de laisser remonter les prix. En ce moment, les producteurs se sont détournés vers cette culture-là au profit du palmier à huile, au profit de l'EVA. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ça. Le défi au niveau du cacao, il ne faut pas reconduire les mêmes erreurs. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à garantir 60% du prix CAF, donc du prix international aux producteurs. Je pense que cet engagement a été respecté. Les 60% sont garantis. Mais je pense qu'il y a deux défis majeurs concernant ce prix. Le premier défi, c'est l'incapacité de l'État à faire respecter le prix Borchamp. Parce qu'une chose, aujourd'hui, est de fixer un prix Borchamp à 1000 francs. Et puis une chose est d'être capable de s'assurer qu'effectivement les paysans perçoivent du fruit de leur travail, disons, la valeur qui a été fixée par l'État de Côte d'Ivoire. Parlez du respect du prix Borchamp. Du prix Borchamp. Généralement, dans la pratique, pendant une semaine ou un mois après la fixation du prix, les acheteurs qui se rendent directement au niveau Borchamp vont défier l'État en pratiquant des prix en deçà, s'attendant à une réaction de fermeté de l'État. Et quand l'État, après, la sanction de l'État ne suit pas, ce qui a été engagé comme une sorte de test de l'autorité devient la norme. Et donc, finalement, on fixe un prix à 1000 francs, mais d'ici 3 mois, 4 mois, on sera en train d'acheter le cacao, non seulement à 700 francs, mais sans forcément payer comptant aux producteurs qui livrent son cacao et attend hypothétiquement que les coopératives, plus tard, après livraison au port d'Abidjan auprès des importateurs, reviennent reverser à des prix au rabais. C'est le premier. Le DG du Conseil Café Cacao en a parlé d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il faut que l'État continue de travailler à ce niveau-là pour que le prix qui est offert, qui respecte son engagement, soit effectivement respecté. Et puis au-delà de ça, il y a eu la réflexion qui a été engagée de faire en sorte que la Côte d'Ivoire et le Ghana fixent de manière conjointe au niveau, en fonction du marché international, le prix Borchamp. De sorte à juguler ce problème-là, justement, de la fuite des cargaisons ivoiriennes vers des pays limitrophes. On n'en est pas encore là, et pour le moment, il y a un décalage. Et à ce niveau-là, ça attise toujours les envies de transférer la production ivoirienne vers d'autres destinations. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais il tire la sonnette d'alarme, c'est une bonne chose. Le gouvernement
seras sensible aux propos que tu tiens, puisque le rôle, au-delà des débats, c'est d'être aussi des indicateurs de perception et d'orientation stratégique. Puisque une chose est d'être dans les bureaux, de concevoir, mais une autre chose est d'être sur le terrain et de voir la réalité. Et comme tu l'attestes, c'est pas évident que chaque fois il soit sur le terrain pour s'assurer que le prix qui est fixé est celui-là qui est pratiqué. Alors, s'ils sont vigilants et que les brigades, semble-t-il, toi qui es du secteur, qui en connaît le côté court, le côté jardin, c'est leur rôle. Ils sont payés pour, et cette vigilance-là va traduire dans les actes les efforts du gouvernement. Par ailleurs, comme tu le dis si bien, dans la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est une longue tradition. Et je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et donner le change pour qu'il soit perçu la volonté commune d'aller de l'avant et travailler ensemble. Oui. Lancine, vous voulez ajouter Oui, je voudrais ajouter que déjà, il y a une sorte de coalition des pays producteurs. Aujourd'hui, il y a ce qui a été créé qu'on appelle l'Alliance du cacao, dont le siège est à Accra, et qui réunit la Côte d'Ivoire, le Ghana en priorité, mais qui va être rejointe dans un futur proche par le Cameroun, le Nigeria et probablement par de petits pays producteurs de cacao. Donc ça, c'est déjà là. Mais ce que je veux dire, au niveau des prix qui doivent être respectés, c'est une exigence fondamentale que les prix soient respectés. Mais l'État doit redoubler. Je n'ai pas dit que l'État ne fait rien, puisqu'aujourd'hui, quand il va dans des tribunaux comme le tribunal de Soubré ou le tribunal de Divo, les principales affaires sont des questions d'atteinte à la législation sur la commercialisation des produits agricoles. Donc, ça veut dire que la répression est là, mais je pense qu'il va falloir redoubler d'argent. D'accord. Alors, messieurs, on a fait le tour. L'actualité nationale était vraiment très fournie avec ces deux sujets. Mais vous avez souhaité surtout revenir sur Ebimpe. Et c'est Boni qui demandait, je me rappelle bien, la dernière fois, des sanctions. Et bien, c'est fait. Après le flop... Oui, sanction, oui, on vient de sanctionner une directrice d'une structure, enfin, une responsable d'une des structures sous tutelle. Pour ma part, c'est vrai, c'est déjà un pas qui a été fait. Les Ivoiriens auraient peut-être regardé encore plus haut parce que c'est une structure sous tutelle. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est suffisamment grave. Comme je le dis, c'est une question d'image de la Côte d'Ivoire, d'image du président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'espère que peut-être les sanctions ne se limiteront pas à un second couteau et que la première responsable, parce qu'il s'agit d'une organisation qui n'est pas ivoirienne, africaine, que toute l'opinion internationale regarde, que la première responsable également dans cette affaire également soit touchée. Si on nous le dit, il y a probablement un remaniement qui va se faire bientôt. Est-ce que d'autres personnes éventuellement en pâtiront? Je ne le prédis pas, mais si vous me regardez. D'accord, il nous reste malheureusement 1 à 2 minutes. Non, mais moi je pense que c'est choquant. Ces querelles d'épiciers, ce combat d'arrière-garde, j'allais dire même les comptes d'apothicaires, pour aboutir à un tel résultat désastreux qui afflige la nation par rapport à la fois au gigantisme, au brio du joyau qu'on voit à l'œil nu, et ceux qui doivent aller jouer sur ce terrain pour mettre en valeur ces joyaux, mais sont incapables de jouer sur un terrain. Il y a des pénétromètres, c'est-à-dire que ce sont des structures géophysiques que les experts utilisent pour qu'on se rende compte de la formation du sol. Le sol, si oui ou non, on peut y jouer du football, si oui ou non, on peut mettre tel ou tel gazon. Hein? A fortiori, attendre qu'on finisse d'abord de construire ces joyaux, qu'ils soient inaugurés, et que, Dieu étant miséricordieux, avant que la Coupe d'Afrique n'intervienne, une pluie divine arrive et met à nu toutes les insuffisances organiques, structurelles, financières, des tâcherons qui sont occupés des pelouses, et puis même la cabine de presse qui a été portée, je crois, à un niveau tellement élevé que de là-haut, on ne perçoit même pas le numéro de dossard des joueurs. Mais attends, tu fais quel compte rendu? Est-ce que pour un pays qui atteint le niveau qui est le nôtre, qui s'est donné, oui, le luxe de créer des stades de cette envergure par rapport à l'enjeu africain, ce n'est même pas sous-région, c'est africain. C'est un honneur et un prestige pour la Côte d'Ivoire d'organiser cette fête africaine. Mais je pense que les structures ont failli.
je ne veux pas indexer parce que par définition, je n'aime pas affliger les individus qui paient souvent le tribut pour des fautes que, à la vérité, ces personnes-là n'ont pas commises. Mais il n'y a qu'à regarder de façon pyramidale, de là-haut aux acteurs qui appliquent sur le terrain, pour se rendre compte si les dysfonctionnements ont eu lieu, ça et là. Parce que les terrains, avec les hybrides, c'est une terminologie qui est propre à ceux qui font le gazon. C'est un mélange pour donner un résultat. Mais il y a le Bermuda qui, par exemple, mettait gazon de majesté qu'on voit sur tous les stades d'Angleterre. Vous voyez les pelouses, ça vous donne envie de brouter de l'herbe. Hein, parce que ça a été fait dans les règles de l'art, parce que les moyens ont été dégagés qualité. Bref, alors tu prends le stade de Maracanã, qui a été construit en 1950 au Brésil. Mais aujourd'hui, on y joue au football, comme du temps de Pelé, Didi Vava et Coutinho écrivaient l'alphabet du football mondial en faisant la brasileira, la samba brésilienne. Ça, c'était depuis hier. Oui. Il y a quasiment un demi-siècle. Ils continuent d'y jouer. Et nous, ici, il a suffi d'une pluie. Et heureusement que la pluie vint. Et si elle n'était pas venue, qu'est-ce qui adviendrait? Comment tout allait bien se passer. Si la pluie n'était pas venue, tout allait bien se passer. Ah, c'est pas évident. Ouais, merci. Merci, monsieur. Malheureusement, le temps court très vite. Merci à notre estimé aîné Bamba Alex Suleiman, docteur Bangaling Goran, Félix Boni. Bakayoko Lanciné, messieurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Club La Presse. Cette émission est réalisée par Fofana Mamadou. Merci à toutes les équipes autour. À dimanche pour un autre numéro du Club La Presse.